à tous. Alors, normalement, j'ai terminé la partie impression. Il y avait beaucoup de choses sur l'impression. Ça fait un moment que je traîne sur les dessins. Il y avait beaucoup de choses à expliquer. Alors, je vais reprendre d'autres éléments. Alors, il y a un élément que j'avais sauté et que je vais détailler. C'est le problème de la concurrence en swing. Faites attention, il y a beaucoup de pièges avec swing. Et le piège particulier qu'il y a avec swing, c'est que swing n'est pas thread safe. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que si vous essayez de créer les composants un peu n'importe comment avec swing, vous risquez d'avoir des problèmes. Si vous faites ça avec AWT, il n'y a aucun souci. AWT, il est thread safe, donc vous n'avez aucun souci avec ça. Vous pouvez créer des composants à n'importe quel moment, les enlever, les rajouter, vous n'avez aucun problème d'interface. Si vous faites ça avec swing, donc si vous créez des composants à n'importe quel moment, vous essayez de les rajouter à n'importe quel moment, les enlever à n'importe quel moment, eh bien ça va donner des effets divers et variés. La plupart du temps, ça va marcher, mais malheureusement, de temps en temps, ça a des effets pervers, et là, vous vous grattez la tête un bon bout de temps avant de comprendre. La raison, c'est que justement, c'est assez subtil, swing n'est pas thread safe. Alors, il y a des documents expliquant pourquoi il ne l'est pas. Évidemment, il y a un coût à payer pour être thread safe, et donc on ne souhaite pas le payer, puisque pour beaucoup d'opérations, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais, bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus? Alors, c'est pas thread safe parce que justement, ça vous permet de maîtriser mieux la réactivité des applications. En AWT, il y avait un grand reproche qu'on faisait à AWT, c'est que justement, comme c'est thread safe, qu'est-ce que ça veut dire thread safe? Ça veut dire en gros que vous avez partout des verrous qui sont positionnés. Avant de faire une opération, on vérifie que c'est possible de la faire. Et donc évidemment, poser des verrous, c'est pas une opération anodine. Donc du point de vue de la réactivité, il y avait toujours un prix à payer avec AWT. Donc pour swing, ce prix à payer, c'est à vous de le décider. Il n'est pas thread safe, donc vous avez la réactivité à votre disposition, mais c'est à vous de la maîtriser. Alors, le problème, c'est que en swing, vous avez une concurrence dans votre application. Et ça, c'est important de le savoir. Quand vous écrivez une application qui n'utilise pas de l'interface graphique, a priori, par défaut, il n'y a pas de concurrence. Vous avez une application qui contient un seul thread, c'est mono-threadé. Bon, si vous commencez à faire des threads, vous savez qu'il faut gérer ces questions-là et qu'il va falloir mettre des synchronize et je ne sais pas quoi, et que donc il y a un coût à payer. Quelles sont les concurrences que vous avez quelle est la concurrence que vous avez quand vous utilisez de l'interface graphique et notamment Swing? Alors, la concurrence, c'est parce qu'il y a plusieurs threads qui peuvent coexister durant l'exécution d'une application Swing. Alors bien sûr, vous avez les threads initiaux. Les threads initiaux, c'est, puisque vous lancez une application de la même manière que n'importe quelle autre, vous faites Java test.test, bah ça crée un thread, au moins un thread, qui exécute la fonction static main. Donc vous avez déjà au moins ce thread-là, plus tous les threads annexes dont le système Java a besoin. Le garbage collector, et puis d'autres joyeusetés qui sont peut-être cachées par derrière. Très bien. Mais vous avez aussi le thread principal de l'interface. Rappelez-vous que, peut-être quasiment dès le départ, je vous ai dit que dans Java, mais ça vaut le coup, ça vaut pour presque tous les systèmes d'interface, il y a bien un système de distribution, c'est-à-dire qu'on va récupérer les événements qui proviennent de l'environnement graphique, du système hôte graphique, et puis on va les distribuer à l'intérieur de l'application. On va dire, ah bah oui, mais là, il y a un listener, je sais pas quoi, sur ce composant. Donc on va détecter que cet événement, c'est un clic de souris. On va essayer de retrouver quel est le composant qui est concerné par ce clic de souris. Une fois que c'est ça, on regarde si par hasard, il y a un listener ou plusieurs listeners, et s'il y en a, on va distribuer cet événement-là à tous les listeners. Donc il y a un mécanisme comme ça qui s'exécute, qui est un mécanisme de distribution des événements. Ce mécanisme de distribution des événements, il utilise un thread spécifique, le thread de l'interface. Okay ? Et puis, bien sûr, comme on va le voir, il y aura éventuellement des threads annexes. Alors, par exemple, les threads annexes, en fait, on sait qu'il y en a. Par exemple, le chargement asynchrone d'une image, il y a des threads. Et donc, évidemment, il y a des concurrences entre ces différents threads. Peut-être que certains d'entre eux vont tenter de manipuler des structures qui sont communes. Et donc, il va falloir régler cette question. C'est pas thread safe parce que, justement, Swing ne vous
ne vous donne aucun mécanisme permettant de vous protéger contre cette concurrence. Donc vous devez juste être conscient de ça. Bien sûr, si vous faites un chargement asynchrone d'image, vous le savez que c'est asynchrone, donc vous employez les petites techniques habituelles, mais si jamais votre thread principal de l'interface ou un thread initial s'amuse à manipuler les structures que votre thread de chargement est en train de manipuler, bah, vous allez avoir des problèmes sérieux. D'accord ? Alors, ce qui est important de noter, c'est qu'est-ce qui fait le thread principal. Bon, bien sûr, il contrôle la distribution des événements, ça avec un souci. Hein. Mais ce qui est important, c'est que il faut savoir que tout le code de traitement qui est associé aux événements est réalisé sous son contrôle. C'est-à-dire que si vous exécutez un action perform, pour être clair, c'est-à-dire que vous avez associé à un composant, par exemple un bouton, un action listener. Donc il a une méthode action perform. Ça veut dire que quand vous cliquez sur le composant, sur le bouton, eh bien on va exécuter le code de la méthode. La question c'est, puisqu'il y a plusieurs threads dans la machine Java, lequel de ces threads exécute ce code-là? La réponse c'est le thread principal de l'interface graphique. Mais vous voyez bien le problème, c'est que justement, pour ça qu'il faut absolument suivre la règle que j'avais indiquée tout au début, que si le code qui est contenu par exemple dans votre action perform est long, bah vous allez bloquer tout le système graphique. Puisque si c'est ce thread qui exécute le code associé aux événements, bah pendant qu'il exécute le code associé aux événements, il ne peut pas distribuer les autres événements qui arrivent. Hein? Donc il faut faire attention à ça. Bon, et puis il exécute aussi quelques autres choses, mais peu importe. Donc il faut faire attention. Hein, si le code que doit exécuter le thread principal est trop long, en temps, pas en termes de... Hein, s'il est trop long en temps, eh bien, il faut utiliser une autre technique. Il va falloir déléguer le travail à des threads annexes, ou des threads de travail, si vous voulez, enfin, à d'autres threads. Vous ne pouvez pas laisser le thread principal bloquer l'interface pendant un temps trop long. Alors la question, c'est quoi le temps trop long? En général, c'est le temps de, au plus, le temps de réaction des êtres humains, donc c'est de l'ordre, disons, du dixième de seconde, quoi. Déjà, si vous faites ça, ça risque de ralentir sérieusement. Hein, si à chaque fois que vous avez un déplacement de la souris, hein, vous voyez, quand j'ai suivi la souris tout à l'heure, si à chaque fois que je déplaçais la souris, j'ai une opération qui dure un dixième de seconde, vous avez vu le moindre déplacement, combien d'événements ça génère, vous allez ralentir sérieusement l'application. Donc de toute façon, même le dixième de seconde, c'est pas forcément très raisonnable, ça dépend quel type d'événement. Pour des événements qui sont extrêmement fréquents, comme les déplacements de la souris, il faut être bien inférieur à ça. Si vous dépassez la milliseconde, ça va être désastreux assez rapidement. Donc il va falloir employer des threads de travail. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Bon. Okay. Alors d'abord pour les threads initiaux. La question c'est, tiens, mais les threads initiaux, lesquels j'ai? Alors bien sûr, pour une application, en fait, quand j'appelle les threads initiaux, c'est les threads initiaux non démons. Vous savez qu'il y a deux types de threads. En Java, vous avez les threads ordinaires, puis les threads démons. Alors, il y a une règle, si vous vous rappelez, je pense que je vous ai déjà dit ça un jour, probablement. Si ce n'est pas le cas, je vous le redis. Je vous le dis. Si je l'ai déjà dit, je vous le redis. Quelle est la règle qui fait qu'une machine Java s'arrête? Alors, souvent, on vous dit, ouais, c'est quand on sort du main. Bon, c'est pas du tout ça, la règle. Ça, c'est juste une vision qui est vraie si vous voyez simplement vos applications comme des applications non graphiques mono-threadées. Mais il y a une règle, alors parfois on vous dit, ah ouais, mais en fait, si on est dans le cadre d'une application multithread, en fait, il faut que tous les threads s'arrêtent. C'est quand le dernier thread s'arrête que la machine s'arrête. Bon, ça c'est aussi grossier, puisqu'en fait, c'est pas vrai. La règle, c'est une machine Java s'arrête quand tous les threads non démons s'arrêtent. Quand il n'y a plus de threads non démons. Donc parmi tous les threads, il y a les threads démons, ceux-là ne comptent pas pour l'arrêt de la machine. Bien sûr, le garbage collector, il existe toujours, donc il vaut mieux s'arrêter, même s'il n'y a plus que le garbage collector. Pour les applets, il faut se méfier parce qu'il peut... Alors là, le nombre de threads est très variable, ça dépend de l'implémentation des applets. On ne fait plus trop d'applets, mais peut-être qu'on manipulera ça à l'occasion.
Alors le truc, c'est que rappelez-vous que les opérations normalement de l'interface doivent être faites, il vaut mieux que ce soit fait par le thread de l'interface graphique. Hein? Alors le problème, c'est justement comment est-ce que je fais pour créer mon interface. Quand je vais créer mon interface, je vais faire des new JFrame, des new JButton, des je sais pas quoi, la frame add button, enfin toutes les opérations de composition, je vais associer mes action listeners, etc. Mais je vous ai dit, normalement on a dû vous dire, mais faites attention, ça vous devez le faire absolument en utilisant le swing utilities invoke later dans un new runnable. La raison, c'est justement ça. C'est que si vous ne faites pas ça, quand vous faites un new JFrame, un new JButton, etc., ça va être fait par le thread initial de l'application. Hein, par le thread qui a été lancé par le main. Si dans le main, vous faites simplement new JFrame, etc. Alors ça, c'est pas bon, parce que ces opérations-là, elles doivent être sous le contrôle de l'interface graphique. Et donc, elles devraient être réalisées par le thread qui distribue justement les événements. Si vous tentez l'expérience, vous allez me dire, ah ouais, mais si j'enlève le swing utilities, invoke later, machin, là, l'usine à gaz, ça marche, monsieur. Ouais, ça marche, sauf que il y a des cas, de temps en temps, ça va pas marcher. Et là, vous allez vous dire, ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, tout ça, ça marchait, je comprends pas. Ah oui, vous ne faites pas les choses comme elles devraient être faites. Alors, c'est pour ça, c'est à ça exactement que sert le swing utilities, invoke later ou invoke on wait. C'est que simplement ça a pour effet, comme le nom est indiqué, donc oublions le utilities, hein, simplement on ne savait pas où ranger ça, donc on a appelé cette classe swing utilities. Hein, mais ça signifie que, en fait, le code que vous avez encapsulé dans votre enable, vous demandez à ce qu'il soit exécuté par le thread swing, par le thread de l'interface, en fait. D'accord? Et donc ça, vous êtes sûr que ça va se créer proprement, puisque c'est le thread de l'interface qui va exécuter le runnable et qui donc va faire le new JFrame, new button et les composer. Et vous savez que c'est lui qui le fait, donc il fera les choses au moment où ça doit être fait. Si vous ne le faites pas faire par le thread de l'interface graphique, votre problème, c'est que justement, la création des JFrames ou l'association du bouton dans le JFrame ou je ne sais pas quoi ne va pas forcément se faire au moment où ça devrait être, où il est possible de le faire. Donc ça va se faire mal. Voilà. Bon, pour les applets, c'est pire, il faut utiliser invoke on wait et non pas invoke un later. Il faut mieux même être bloquant. La différence entre invoke on wait et invoke later, c'est est-ce que vous faites ça en mode bloquant ou pas. Donc invoke later, c'est pas en mode bloquant. Invoke on wait, ça l'est. Alors, maintenant, si vous voulez réaliser des threads de travail, très bien. Maintenant, tout va bien, ok, j'ai compris, je fais un swing utilities, invoke later, un new runnable, je mets mes new JFrame dedans, je fais toute la composition de mon interface dedans, ok. Je prends ça pour argent comptant, ou alors je me souviens que c'est très important pour les histoires de concurrence. Alors maintenant, il faut que je résolve le problème, mais comment est-ce que je fais pour réaliser des tâches en réponse à des sollicitations des tâches longues, en réponse aux sollicitations de l'utilisateur. Il clique sur un bouton, il déclenche un menu, je ne sais pas quoi, et ça doit faire une opération qui est longue. Et si cette opération est longue, par défaut, ça va être fait par le thread de l'interface. Si l'opération est longue, ça va bloquer le thread de l'interface, et donc, ça va rendre l'interface inopérante durant toute la durée du travail. Donc ce qu'il faut, c'est réaliser, vous pouvez faire réaliser le travail par un thread annexe. Bon, là, de ce point de vue-là, il n'y a aucune difficulté. Le problème, maintenant auquel vous êtes confronté, c'est que le travail qui doit être fait par le listener, en gros. Peut-être que ce travail-là, il a aussi un impact sur l'interface. Et donc je retombe dans mon souci de tout à l'heure. Mon opération est longue, donc je la délègue à un thread qui n'est pas le thread de l'interface. Le problème, c'est que ce thread, il va exécuter du code qui peut-être a besoin de faire des choses dans l'interface. Aïe. Donc il faut bien que ces opérations qui doivent être faites, enfin qui modifient ou qui ont un impact dans l'interface, soient faites par le thread de l'interface. Donc comment je m'en sors? Alors j'ai tout un mécanisme pour faire ça. Bien sûr, vous pouvez le faire avec des threads ordinaires, mais vous avez
des classes pour faire ça, et notamment vous avez la classe Swing Worker. Ok? Donc quelle est l'idée du Swing Worker? Bah, c'est simplement que vous allez décrire un travail, hein, comme son nom l'indique de Swing Worker, mais un travail qui va se faire en collaboration avec Swing. C'est pas un simple thread tout bête. C'est un thread qui va exécuter du code qui doit avoir un impact avec Swing. Et donc, il va y avoir une collaboration entre le thread de l'interface graphique, Swing, et puis votre thread à vous. Donc, il fait un certain travail, et puis au milieu de ce travail, il y a des opérations à faire par Swing, donc il faudra communiquer à Swing des choses. Et puis, le travail, il aura aussi une fin. Alors, peut-être vous verrez ça dans le cours de concurrence ou je ne sais pas quoi, mais c'est la notion de futur. Alors, peut-être on va regarder comment ça fonctionne. En fait, c'est peut-être le plus simple. C'est un peu bizarre, le Swing Worker, mais quand vous avez créé un Swing Worker, alors d'abord, vous verrez que c'est un type générique, mais si vous voulez exécuter un Swing Worker, bah, quand vous l'avez créé, vous faites execute. Bon, très bien. Comme c'est un thread, c'est pareil, on ne peut pas lancer 2 fois run ou 2 fois start sur un thread, ça n'a pas de sens. Donc c'est pareil, exécute, hein, c'est simplement quelque chose qui encapsule le start d'un thread qui est caché derrière le Swing Worker. Et puis le Swing Worker, il a 2 types de données. Donc on verra, mais je vais peut-être carrément donner un exemple. Un exemple assez bête, hein, mais pour vous montrer comment ça peut fonctionner. Parce que l'exemple complet, c'est vous avez une opération qui est déclenchée à la suite d'une sollicitation de l'utilisateur. Il clique sur un bouton, et ça fait une opération longue. Alors, ce qu'il est recommandé, si vous lisez les documents de design d'interface, c'est qu'on vous dit, ah, si vous avez une opération longue, bon, alors par exemple en Java, on vous dit, ne bloquez pas le thread de l'interface. Bon, très bien, ça vous allez piger. Mais en plus, on vous dit, attention, si vous avez une opération qui est longue, il ne faut pas que ça se fasse complètement à l'insu de l'utilisateur. Parce que s'il a déclenché une opération, il faut qu'il ait un retour pour savoir ce qui se passe. Pour au moins qu'il ait un petit message pour lui dire oui, c'est lancé, oui, c'est terminé, ou c'est en cours. C'est le minimum. Hein, si vous chargez un fichier qui est très long à charger, ou vous faites du download, vous savez bien, sur Internet, hein, vous téléchargez légalement de la musique, vous avez un truc qui vous dit où est-ce que vous en êtes dans votre transfert. Parce que si vous n'aviez pas ça, vous ne sauriez jamais. Est-ce que le transfert il marche, ou est-ce que vous en êtes, est-ce qu'il faut encore attendre 3 jours, ou est-ce qu'il faut, ou alors encore 2 minutes. Donc vous avez toujours besoin, pensez à ça aussi du point de vue ergonomique dans les interfaces, de rendre compte à l'utilisateur des opérations qui sont en train de se produire. Est-ce qu'elles ont fonctionné? Est-ce qu'elles sont en train de se fonctionner, etc. Donc là, j'ai simulé un truc tout bête, hein, simplement une opération longue qui fait rien d'intéressant, bien sûr, puisque c'est pour l'exemple. Mais par contre, ce qu'elle va produire, c'est au niveau de l'interface, le fait qu'il y ait une espèce de progression qui fait avancer la tâche. Et bien sûr, ce que je vais faire, c'est un Swing Worker. Je ne veux pas bloquer l'interface principale. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne? Ça doit être assez bête. Donc j'ai un machin comme ça, hein, peu importe. L'idée c'est que j'ai une barre de progression qui me représentera l'opération en cours, enfin la progression de l'opération en cours. Et puis j'ai un bouton pour déclencher une opération. D'accord ? Donc si je fais aller, je sais pas ce que ça ne doit pas faire grand chose d'intéressant. Simplement c'est un truc qui prend du temps, et puis de temps en temps ça renvoie des valeurs pour dire que ça avance. C'est ça l'idée, et c'est à ça que sert un Swing Worker. Et vous voyez que de temps en temps, il doit dire ah, j'ai avancé, ou je veux représenter le fait que ça a avancé. Et donc, cette opération de représentation à l'écran du fait que ça a avancé, ça doit se faire par le thread de l'interface. Donc, je le fais, bon voilà, ok. Donc, ça représente une opération plus ou moins longue. Bon, il doit y avoir un petit random, même si ça ne se voit pas forcément, mais voilà. Hein, je viens de télécharger légalement de la musique, voilà, ça a pris du temps. Puis au bout d'un moment, voilà, hop, ça s'arrête. Et chacune des opérations d'affichage, bien sûr, ça a un impact
Il y a des opérations qui se passent en arrière-plan, hein, qui font je sais pas quoi. Ici, rien d'intéressant, mais on pourrait imaginer que ça fait des lectures sur le réseau. Donc il y a un thread qui n'est pas le thread de l'interface qui fait ce job-là. Et puis de temps en temps, il a besoin de dire ah oui, mais ça y est, je suis à 50% du machin. Et donc cet affichage-là, 50%, position de la barre de progression à l'écran, ça doit se faire par le thread de l'interface. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, c'est un swing worker qui va faire le boulot. Donc on va regarder comment est-ce que c'est représenté. Donc du point de vue de l'interface, il n'y a rien de bien mystérieux. Hein, l'interface, c'est quoi? Une barre de progression horizontale qui permet de représenter une valeur comprise entre 0 et 100. Donc c'est très facile, hein, une barre de progression. Hein. Vous choisissez la granularité que vous voulez. Et puis au départ, pendant elle représente une valeur de 0, bien sûr elle est positionnée sur la valeur 0. Et puis, je ne sais plus à quoi ça sert. Ah si, le set string painted, ça permet d'obtenir un petit label qui va avec. Je pense que l'affichage des 91% ou 50%. Il n'y a pas seulement la représentation de la barre, mais il y a aussi la valeur qui est représentée. Et puis, simplement, dans un premier temps, vous voyez qu'elle est placée dans un mode indéterminé. Je n'ai pas encore lancé le job, donc il y a la barre de progression, mais il y a deux modes pour les barres de progression. Soit vous savez déterminer quelle est la valeur courante de la progression dans la progression totale, ou alors, parfois, vous ne savez pas encore le déterminer. Et il y a des fois où c'est d'ailleurs pas possible. Hein. Si vous lisez un flux, vous ne connaissez pas nécessairement la longueur totale du flux. Donc vous avez un mode indéterminé. Alors ici, c'est un bug de la JVM sur... oui, les JVM sont buggés. Hein. Et sur mon Mac, comme le bug de la semaine dernière. Dans le mode indéterminé, normalement, il y a aussi un effet graphique. Hein. Normalement, je devrais voir ma barre tourner, là. Donc on ne la voit pas, là, mais ça, c'est... Là, elle est en mode indéterminé. Normalement, je devrais avoir un effet juste pour dire que quelque chose se passe. Donc même si on ne sait pas évaluer la progression, il faut donner un effet visuel à l'utilisateur pour dire que quelque chose se passe. Bon, là, peu importe, c'est pas... Ok, c'est un bug. Et puis, alors j'ai un bouton aller, très bien. Et puis, c'est ma classe doIt qui fera le travail qui sera déclenché par le bouton aller. Donc c'est un listener, hein, c'est essentiellement ça que fait le doIt. Et puis l'opération doIt, comme on va le voir, il utilise évidemment ma barre de progression puisqu'il va avoir besoin de la positionner, de modifier sa valeur à intervalles plus ou moins réguliers. D'accord? Alors que fait doIt? J'ai une classe doIt, donc on va regarder ce qu'elle fait. Donc c'est un action listener. Et puis simplement, ça ne fait pas grand-chose, mais en gros, quand vous cliquez sur le bouton, ça déclenche le action perform. Qu'est-ce que ça va fabriquer? Ça va exécuter le LJ. Donc LJ, ça va être un long job, donc c'est une classe à moi qui doit être un swing worker. Donc l'action, c'est ça dont il faut se rendre compte, c'est que normalement, si je n'utilisais pas un long job, tout le code qui est dans le long job, ce serait ici. Mais ce code-là, il est lent, long. Et si je l'exécute là, vous avez toute la durée du travail que vous avez vu visuellement. Pendant toute cette durée-là, je ne pourrais même plus descendre un menu, je ne pourrais rien faire. Donc ça, ce n'est pas forcément agréable. Alors vous allez dire, bon, c'est pas très grave, si l'utilisateur est prévenu que pendant une minute, il ne va rien se passer très bien, mais s'il ne peut même pas descendre un menu, ça veut dire qu'il ne peut même pas utiliser un bouton cancel. Hein. Donc, au minimum, il faut quand même qu'il puisse faire un cancel. Donc long job, regardons la classe long job, c'est elle qui du coup est intéressante. Alors long job, c'est un swing worker. Hein, donc j'ai fait une sous-classe de swing worker et dans swing worker vous avez deux types pour instancier la classe générique. Donc c'est un job, il est censément produire un résultat. Donc il y a le type du résultat. Qu'est-ce que produit votre swing worker? Et puis 2, il produit aussi des résultats intermédiaires, puisque durant son boulot, vous avez vu qu'il produit des résultats qui me servent à dire que j'ai progressé de 43%, 45%, 49%. Donc, vous avez deux types. Le type des résultats intermédiaires,
Donc ça produit des entiers, puis le type du résultat final. Moi, j'ai rien produit au final, donc j'ai utilisé le type void. Bien sûr, quand on est dans les types génériques, vous ne pouvez pas instancier en Java les types génériques avec des types primitifs. Donc vous êtes obligé d'utiliser des classes wrapper de Java qui encapsulent les types primitifs. Comme vous avez le boxing et unboxing, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qu'il fait, le swing worker? Vous voyez qu'il a d'abord une méthode do in background qui fait le travail en partie, qui fait le travail justement en arrière-plan, puisque c'est un thread, donc il va le faire en arrière-plan, entre guillemets, du thread graphique. Donc qu'est-ce qu'il fait? Simplement, vous voyez qu'il s'endort pendant un temps plus ou moins variable. Donc ça représente le fait qu'il a été, je sais pas quoi, lire des données sur le réseau, je sais pas quoi, enfin ce que vous voulez. Et puis de temps en temps, à intervalles réguliers, il veut produire des résultats intermédiaires. Pour dire, tiens, j'en suis là, je sais pas quoi. Donc moi, les résultats intermédiaires que j'ai, c'est simplement de produire l'avancée dans le chargement total, ou je sais pas quoi, l'avancée dans le job. Donc j'ai une méthode particulière qui fait publish i. Et ce qui va se produire quand vous faites publish i, c'est exactement la même chose que quand vous faites repaint. Quand vous faites repaint, vous dites, en fait, ça veut dire que vous demandez à l'interface graphique, plus tard, de vous rappeler pour faire le travail. Et le travail de paint, il doit être fait par l'interface graphique. C'est pour ça qu'on ne vous laisse pas le contrôle directement sur paint. Paint, c'est une méthode qui réalise des affichages, donc il y a un effet sur l'interface visuelle, et donc il faut que ce soit fait sous le contrôle du thread de l'interface graphique. Comme vous ne pouvez pas maîtriser, comme vous ne maîtrisez jamais directement vous-même l'interface graphique, la seule chose que vous pouvez faire, c'est faire une demande polie auprès de l'interface graphique en lui disant « Tiens, maintenant j'aimerais bien être repeint », donc c'est ça que fait le composant, et puis l'interface graphique enregistrera ça, et puis plus tard elle fait l'appel à paint. Publish, c'est pareil. Vous êtes dans un thread annexe, ce thread-là, il souhaiterait faire un affichage, enfin il souhaiterait prévenir l'interface qu'un affichage, qu'un résultat intermédiaire souhaite être publié. Et bien qu'est-ce qu'il fait? Il fait publish, et puis bien sûr le type qui doit être spécifié là, la valeur qu'on doit envoyer, c'est une valeur du type spécifié pour les résultats intermédiaires. Donc je dois envoyer un entier. Donc j'envoie l'entier i, donc vous voyez, je m'endors pendant un certain temps, et puis 100 fois, j'envoie 0, puis 1, puis 2, et c'est ça qui va représenter mon pourcentage. Alors, donc maintenant, que fait le thread de l'interface graphique quand il a reçu une sollicitation de type publish? Eh bien, il va vous rappeler, il va rappeler l'objet longJob en lui disant, tiens, justement, maintenant, c'est le bon moment. Donc l'équivalent de paint, un publish, c'est repaint, l'équivalent de paint, c'est process. Il va dire, ok, là, c'est le bon moment, mais là, tu peux vraiment réaliser l'affichage. Donc publish, c'est, je souhaiterais réaliser l'affichage de la valeur i. Le thread graphique vous rappelle, il vous dit, ah, là, c'est le moment de réaliser l'affichage de la valeur. Et donc c'est là que vous faites, c'est là que je fais, où vous faites l'affichage qui va bien, c'est là que je modifie la valeur de la barre de progression. PB, c'est la barre de progression que je manipulais. Donc je fais un set value dessus, et je prends la valeur. Alors vous allez me dire, mais il y a un truc bizarre, c'est que publish, il publie un entier, et ce que reçoit process, c'est une liste d'entiers. Donc si vous publiez en valeur intermédiaire des n'importe quoi, ce que vous recevez ici, c'est des listes de n'importe quoi. Alors pourquoi? Pour la même raison que repaint paint. Je vous ai dit, faites attention, si vous appelez 3 fois repaint, vous n'avez aucune garantie que paint est appelé 3 fois. Ce que vous savez, c'est que si vous appelez une fois repaint, c'est sûr, il y aura au moins un appel à paint. Mais, du point de vue temporel, donc vous avez un composant qui fait des appels à repaint. Le problème, c'est que, c'est que la demande, entre le moment où vous faites la demande à repaint et le moment où est appelé paint, il se passe un certain délai. Donc peut-être que le paint est fait ici.
Et ben, entre ce délai-là, il peut y avoir d'autres appels à repaint. Et ce qui est décrit dans tel qu'est implémenté en tout cas le mécanisme, c'est que ces repaints-là sont ignorés. Et c'est normal, hein, puisque après tout, Paint, il est sous la maîtrise du composant, donc il connaît son état. Donc si vous avez fait plusieurs repaints, c'est que vous avez changé plusieurs fois l'état. Donc de toute façon, à ce moment-là, il suffit juste d'afficher l'état courant, et c'est entre guillemets, celui correspondant au dernier repaint. Pour Publish, là, le problème est un petit peu plus subtil. C'est qu'évidemment, vous avez deux traits concurrents, donc il y en a un qui fait des Publish à mort, là, de façon frénétique, puis il y a le trait de l'interface, lui, il a sa propre temporalité, sa propre horloge, hein, son propre temps, et puis il le fait à intervalles plus ou moins longs. Donc entre le moment où vous avez fait un publish et le moment où il appelle en réponse à ce publish le process, peut-être qu'il y a eu d'autres publish. Donc ce que fait le système de Swing Worker, c'est simplement ce qu'il vous envoie, c'est l'ensemble de toutes les valeurs intermédiaires qui ont été produites entre le premier publish qui n'avait pas été traité et puis le process. Donc si vous avez publish, quand on vous rappelle avec process, vous obtenez les trois valeurs intermédiaires qui étaient censément être affichées. Bon, alors peut-être juste la dernière suffit, hein, mais peut-être que j'aurais dû simplement prendre la dernière de la liste. Hein, c'est pas forcément utile de faire ça, c'est-à-dire de traiter tous les entiers intermédiaires. Peut-être que le dernier suffirait. Sur une liste, je ne sais pas comment on obtient le dernier élément d'une liste. Quelqu'un a ça sous la main? Vous n'avez pas ça? Mais ça marcherait aussi, il n'y a pas de souci. Alors, la chose qui reste, c'est simplement qu'il y a aussi, quand le job est terminé, alors d'abord, vous voyez que la réponse, le type de retour de doInBackground, c'est en fait le type de retour du job, puisque doInBackground, ça représente l'ensemble du travail qui doit être fait par le Swing Worker. Donc quand doInBackground a terminé, eh bien il doit renvoyer une valeur du type indiqué. Alors je ne renvoie rien puisque j'avais décidé que j'étais un void, donc tout va bien. Mais il y a encore une dernière opération qui est à faire, c'est que quand le job a terminé, on aimerait bien mettre à jour l'interface. Donc par exemple, vous avez vu que dans l'opération de... quand j'exécutais mon truc, une fois que c'était terminé, eh bien, par exemple, j'ai fait disparaître la barre de progression. Donc, il faut bien que, une fois que le travail s'est terminé, on ait encore un retour particulier. C'est-à-dire, il faut que l'interface dise « Ah ouais, mais là, c'est gentil, je sais que le job est terminé, très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'interface ?» Donc, il faut laisser au moins une opération supplémentaire à la fin pour dire qu'on veut mettre à jour l'interface. Vous voyez, hein, j'ai fait disparaître la barre de progression. Donc... bon, il reste des petits messages de debug. Et donc, vous avez cette opération down qui sert à ça. Et vous voyez que quand j'ai fait down, j'ai simplement fait disparaître à l'affichage la barre de progression. Je ne l'ai pas supprimée. J'ai simplement fait un set visible false.